Quand on parle d'effondrement, il y a 2-3 sujets qui sont tabous, dont personne ne parle pour ne pas faire peur aux gens, et je trouve ça irresponsable. Aujourd'hui, on va parler des tabous de l'effondrement, de nos émotions et de comment s'adapter à cet ou ces effondrements. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Vincent Mignereau pour parler effondrement, tabou et émotions. Salut Vincent. Bonjour à tous. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es essayiste et chercheur indépendant sur l'écologie, donc les interactions d'une espèce, ici l'humain, avec son milieu, et plus précisément sur l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Et tu es cofondateur et président d'honneur de l'association Adrastia, une initiative de citoyens inquiets qui estime qu'un déclin de notre civilisation est inévitable et qui du coup informe sur les risques d'effondrement, mais qui aussi accueille les témoignages et les émotions des citoyens face aux effondrements. Pour commencer, simple j'allais dire, mais pas forcément, c'est quoi l'effondrement pour toi ? Est-ce que c'est quand une société perd la maîtrise sur son organisation, sur sa sécurité, son alimentation, sa santé ? Ou est-ce que pour toi, c'est plus le retour des contraintes physiques, par exemple ? Alors, mais cette question-là, à elle seule, mériterait de longues heures de développement, mais tu viens de donner deux façons que j'ai de présenter les risques d'effondrement. L'espèce humaine est une espèce qui a acquis la capacité à repousser à l'extérieur de son organisation des tas de contraintes, et des contraintes en particulier sur des conditions à l'existence qui sont communes à tous les êtres vivants. Il faut pouvoir s'alimenter et capturer de l'énergie. Ouais. Il faut pouvoir maintenir son métabolisme fonctionnel, on appelle ça la santé. Et puis, il faut pouvoir maintenir sa sécurité, c'est-à-dire éviter les agressions. Des choses que nous, on prend pour acquises aujourd'hui, quoi. Oui, exactement, qu'on prend pour acquises dans nos sociétés et que le contexte que tu connais en ce moment avec cette agression de la Russie sur l'Ukraine vient rappeler brutalement du Covid. Des choses qu'on a oubliées depuis 70 ans, mais qui sont en fait une réalité plus ou moins cyclique, mais qui est toujours omniprésente, la guerre. Et donc, nos sociétés humaines, depuis très très longtemps, c'est un processus qui est à mon sens très ancien, ont réussi à repousser une forme d'arbitraire et d'autoritaire de la sélection naturelle qui est que parfois il y a des maladies, parfois il y a des prédations, c'est imprévisible, c'est comme ça que le vivant à la fois s'organise et se défend et finit par être sélectionné dans la capacité qu'il a à s'adapter aux différents types d'agressions, aux différents types d'aléas, les maladies, le changement climatique, les approvisionnements énergétiques. Donc nous serions cette espèce, c'est ça l'hypothèse que je défends, qui aurait le mieux, alors c'est pas une valeur, c'est juste un constat, c'est en termes de performance brute, nous aurions le mieux réussi à repousser à l'extérieur de notre organisation ces arbitraires et cet autoritaire existentiel. Simplement, alors on réagit, on se défend quand il y a une guerre, on se défend contre une pandémie, on se défend aussi bien que possible, mais la question est de savoir si on peut toujours se défendre et s'il n'y a pas parfois des circonstances où on ne parvient plus à se défendre déjà dans l'instant et puis de moins en moins dans le temps contre les aléas climatiques, la baisse des rendements agricoles, les agressions, etc. Et dans ce cas, on peut parler de risque d'effondrement, à minima de déclin ou de risque d'effondrement. Et en l'occurrence, pour être précis, le risque d'effondrement de la civilisation thermo-industrielle est lié à une externalité sur laquelle on n'a pas la main, c'est la quantité d'énergie disponible, en l'occurrence les hydrocarbures. Et cette quantité est limitée, elle va nécessairement décliner avec le temps. Donc oui, l'hypothèse est celle d'un effondrement de la civilisation thermo-industrielle parce qu'elle va manquer d'énergie un jour ou l'autre. Ok, super bien résumé pour un truc aussi compliqué. Bravo. Pourquoi est-ce que toi, ça te tient autant à cœur d'être aussi engagé, de faire tout ça ? Pourquoi ça te tient à cœur ? Eh bien, c'est pour moi une préoccupation très ancienne. J'étais un ado qui se posait des questions existentielles, comme la plupart des ados, et j'ai tenté d'y répondre à ma façon, et je me suis assez vite rendu compte qu'on n'avait pas la main sur tous les paramètres de notre existence, et qu'il y avait des choses sur lesquelles qui s'imposaient à nous et qui limitait notre champ d'action, et ça m'a fait assez tôt comprendre que je me trouvais dans une société qui, au contraire, défendait la liberté, et puis un avenir ouvert, un développement, une croissance infinie. Voilà, je vivais dans cette société-là, et puis en même temps, je découvrais que
voilà, la sélection naturelle, la thermodynamique imposait des limites de l'extérieur. Et ça m'a contrarié, évidemment. Bon, ça, c'était à l'adolescence. Et j'ai constaté au fil des années que de théoriser, de comprendre, en tout cas, ça me permettait de mieux gérer mes émotions et d'être plus en phase avec moi-même, de ne pas être trop anxieux au quotidien face à un avenir que je découvrais être contraint, mais au moins pouvoir m'approprier les risques par rapport aux discours médiatiques, politiques ou tous les récits organisateurs positivistes qu'on entend. Ben moi, ça me permettait d'avoir des ancrages et des repères beaucoup plus solides pour mon quotidien. Et c'est ce qui me motive encore aujourd'hui. C'est ça, la réponse à ta question. Ce qui me motive encore aujourd'hui, c'est produire et partager un discours le plus clair et le plus solide possible et fondé sur le consensus scientifique et pas sur des récits. Ouais. Ça me rassure, ça me réconforte. Parce que du coup, tu as fait ce diagnostic assez jeune qu'il y avait un fossé énorme entre les contraintes, les lois physiques de la vie sur Terre et le discours tout puissant de notre société, que tu peux tout faire, il n'y a aucune limite, l'humain est invincible, quoi. Et j'aime bien le fait que on assume d'être des êtres humains pluriels et que bien sûr tout ce sur quoi tu t'appuies, c'est d'abord la science. Ça n'empêche pas de nier l'existence de nos émotions. Et que j'ai lu que tu disais que notamment c'était important pour toi de faire tout ça parce que savoir accueillir collectivement nos émotions face à tout ce bazar, ça réduira le chaos global. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, s'il te plaît ? Bien sûr. En fait, nos émotions, elles sont contrariantes parce qu'elles n'ont pas été sélectionnées dans l'évolution pour nous rendre nécessairement service à long terme. Il faut à la fois pouvoir s'approprier ces émotions pour retrouver un équilibre de vie, mais en même temps, il faut se méfier des émotions parce que c'est aussi elles qui nous ont motivés à croître quelque part. Et donc, je suis à la fois très proactif dans la tempérance, retrouver une forme d'équilibre émotionnel, et très méfiant, voire parfois défiant, vers ce que mes émotions peuvent me motiver à faire. C'est un piège qui me semble assez omniprésent dans une certaine écologie. Si on cherche exclusivement et prioritairement à tempérer ses émotions, il est possible qu'on utilise des stratégies contre-productives pour faire ça. Alors, si tu m'autorises, je vais développer un petit peu. Aujourd'hui, on a tendance à gérer l'éco-anxiété, qui est un concept qui n'est pas encore bien défini par la psychologie. En fait, il n'est pas défini par la psychologie elle-même. Ça ne fait pas partie d'un cadre de classification de la psychologie encore, peut-être un jour. En tout cas, l'éco-anxiété dont on parle beaucoup, elle est résolue par les psychologues, ceux qui essayent de répondre à la souffrance des gens, et c'est légitime et il faut le faire, par une réponse assez simple, c'est l'action. C'est aujourd'hui ce que la recherche pense être la meilleure façon de répondre à l'anxiété, c'est agir. Très bien. C'est une réponse et ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens, quand ils agissent, ils vont mieux. Mais en fait, on ne sait pas si l'action, elle est vraiment positive pour l'environnement. Ouais. Voilà. Je peux le dire autrement. Malheureusement, et ce serait certainement plus simple s'il y avait des réponses différentes, à mon sens, la seule façon de réduire son empreinte écologique de façon efficace, ce n'est pas changer son mode d'action ou changer sa consommation, ce qui est à la mode, où on ne parle que de ça. On dit qu'il faut soit mieux trier ses déchets, soit changer sa consommation, en fait, des actions en aval. Voilà, il faut changer le comportement quotidien. Et en fait, c'est pas ça la cause des problèmes. En tout cas, c'est indirectement la cause des problèmes écologiques. C'est pas notre consommation, ce sont nos revenus. Et ça, c'est très contrariant parce que si on se dit que la seule réponse à donner pour réduire l'empreinte écologique, c'est pas changer l'action, mais réduire les revenus, on s'expose à des contrariétés émotionnelles directement. Ouais, on n'a pas très envie de réduire nos revenus. Les revenus, on réduit sa sécurité, on réduit la capacité à se nourrir, surtout en temps de crise, pour les plus démunis, les plus pauvres. Et donc là, on se retrouve à gérer une injonction paradoxale qui est celle de, oui, si je veux être écologique, il faut que je prenne sur moi, il faut que je réduise mes avantages. Et là, du coup, on n'a pas résolu le problème émotionnel. Mais ce serait la seule façon de résoudre le problème écologique. Alors, j'aime bien parce que tu as vraiment des idées, je veux dire, indépendantes, ouais, qui sortent du lot. Et justement, là, tu as abordé peut-être le premier tabou pour moi lié à l'effondrement. Est-ce que tu peux développer pourquoi est-ce que on a besoin de réduire nos revenus ? Je te remercie parce que j'allais te proposer de le faire. Je ne peux pas énoncer ça comme ça de but en blanc sans contextualiser le fait qu'il faut. Oui, les gens ne vont pas forcément comprendre du premier coup. Exactement. Non, moi non plus d'ailleurs.
Donc c'est très important. En fait, les processus existentiels qui sous-tendent notre biologie autant que le fonctionnement de nos sociétés, ils sont par nature, et c'est comme ça, ils sont irréversibles. Lorsqu'on prend des ressources dans l'environnement pour fabriquer, je ne sais pas, un bureau, une chaise, une maison, un avion, ou pour s'alimenter, c'est-à-dire pour transformer la matière organique qui est dans un champ en alimentation, et bien tous ces processus-là, ils consomment de l'énergie d'une part, et ils consomment une énergie en quantité limitée, on le sait, ou en tout cas pour les hydrocarbures. Et puis toutes les transformations qui sont générées sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas remettre les minéraux sous terre, on ne peut pas recycler. Le taux de recyclage moyen sur la planète Terre aujourd'hui, il est de 8 ou 9%, c'est négligeable. On ne peut pas faire tourner une économie sur 8 ou 9% de recyclage, ça n'est pas possible. Donc, et même le recyclage lui-même est un processus irréversible. Il faut de nouveau mettre de l'énergie dans le recyclage. Et l'énergie, on la consomme, elle est perdue. Donc, en fait, tous les processus qui sous-tendent l'économie sont irréversibles. Ça veut dire que quand un euro apparaît sur un compte en banque, la dégradation qui a généré cette valeur, elle est déjà faite et elle est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et de fait, la seule façon, à mon sens, d'influencer la production, c'est-à-dire ce qui génère des transformations irréversibles, c'est d'arrêter de demander de générer de la valeur. Ouais. Et oui, si on continue à générer la même valeur et qu'on ne change que la consommation ou la façon qu'on a de vivre au quotidien, ça ne change rien finalement à la demande en production de valeur, en production de richesse et en transformation irréversible. Donc on continue à faire autant de dégâts. J'ajoute un élément très important, la perspective de réduire la production de valeur, c'est à toutes les échelles et idéalement en partant par le haut, c'est-à-dire par les plus riches. Par les plus riches, ça veut dire nous, toi et moi, nous faisons partie des 20% des humains les plus riches. Je peux ajouter cette précision, entre guillemets, un simple cadre. C'est quand même quelqu'un qui gagne plutôt bien sa vie dans nos sociétés. Un cadre fait déjà partie des 0,5% des humains les plus riches. Donc, c'est dire le delta qu'il y a entre les 15 ou 20% d'humains les plus riches qui sont ceux qui sont au RSA ou au chômage en France, et puis le revenu à peine supérieur du revenu moyen qui fait déjà partie des 0,5% des humains les plus riches. Parce que la France est un pays riche aussi. Et donc, il faut commencer par les plus riches. Et bien sûr, quand je dis revenu, ça veut dire aussi PIB, ça veut dire aussi richesse spéculative, ça veut dire toute la richesse en partant par le haut. Voilà, je ne dis pas qu'il faut que les plus démunis, en premier, supportent la charge écologique. Évidemment, ce n'est pas mon propos. Ouais. Tu as l'air d'être allergique à un truc, c'est le bullshit. Que ce soit croire, un peu comme tu l'évoques en filigrane, à une croissance à 2%, objectif qu'on devrait arrêter, ou par exemple, quand on parle de transition énergétique, sans même savoir si c'est possible. Tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas forcément croire à la transition énergétique ? Alors, le bullshit, comme tu le dis, c'est quelque chose qui, moi, me contrarie directement les émotions. Donc, si je cherche à faire quelque chose sur le plan émotionnel, c'est arrêter qu'on me fasse des étincelles dans le cerveau en me racontant des trucs que je vois bien dans le réel ne pas se manifester, comme par exemple une transition énergétique. Donc voilà, moi, dans mon travail, j'essaye de comprendre le parallèle entre les émissions de CO2 et les émissions de promesses. Voilà. Et plus on fait de promesses, plus il y a d'émissions de CO2, ce qui me paraît être contradictoire. C'est compliqué pour moi à le gérer émotionnellement. Donc j'ai besoin de retisser le lien entre les deux. Ouais. Et donc, plus on a essayé de faire une transition énergétique, plus on a émis de CO2. Je parle d'ENS pour prendre en compte toutes les énergies dites de substitution, comme le nucléaire, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Okay. Elles vont servir peut-être, et il y a déjà des exemples, à soutenir l'approvisionnement en énergie le plus indispensable qu'on ait aujourd'hui, ce sont les hydrocarbures, à 70% pour l'Europe et à plus de 80% pour le monde. Et cette dépendance-là étant infrastructurelle, structurelle, totale, eh bien aujourd'hui, on voit que les ENS servent aussi à aider à l'extraction des hydrocarbures. Au global, c'est l'hypothèse que je pose, l'arrivée des énergies dites de substitution dans le système va faire que, au global, le fonctionnement de nos sociétés va durer plus longtemps face aux crises et que, au global, les émissions de CO2 auraient augmenté, mais que de toute façon, à terme, l'ensemble des infrastructures de production d'énergie sont condamnées à cause de la déplétion de l'approvisionnement global
Et j'espère avoir fait le tour et avoir été assez clair. Oui, parce qu'on n'a aucune garantie de pouvoir substituer le pétrole ou même les énergies fossiles par autre chose. Et que pour l'instant, la part du renouvelable, elle est microscopique. Alors dans les discours, elle prend de plus en plus de place, mais dans les faits, c'est encore peanuts par rapport à l'énergie consommée totale, quoi. C'est pas grand-chose. Alors la réponse qui est faite à cet argument, c'est souvent de dire que le déploiement des ENS est exponentiel, sauf qu'en fait, ça va forcément plafonner. Les études montrent que non seulement l'exponentiel ne peut pas durer, mais qu'en plus, le temps qu'il faudrait pour développer suffisamment d'ENS pour complètement se substituer au marché ou aux hydrocarbures, lui, il se compte même pas en décennies, mais peut-être en centaines d'années au rythme d'aujourd'hui. Okay. C'est quelque chose qui est improbable, même si on met tous les efforts, même si on met tous les moyens en œuvre pour réussir cette supposée transition. Un des fils rouges chez toi, c'est que tu dénonces le fait qu'on a des idéaux sans même savoir si on peut les réaliser. Donc, par exemple, la transition énergétique. Et un autre tabou qui est rarement abordé, parce que c'est un sujet sensible, c'est la démographie. Effectivement, on n'assume pas les difficultés d'un avenir globalement positif, et donc on vend un scénario 100% parfait sans montrer les inconvénients qu'il va falloir gérer en route. Et par exemple, tu cites le modèle Meadows où après 2050, on aurait un déclin démographique assez effrayant de 40 à 150 millions d'humains en moins par an. Donc, j'ai regardé, ça fait 0,5 à 2% de l'humanité en moins chaque année. Donc, c'est énorme, jusqu'à potentiellement redescendre on est 8 milliards aujourd'hui, donc presque 8 milliards, à 1 milliard d'humains en 2100, donc quasiment divisé par 8. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et comment en parler de manière à droite? Alors, on en parle de plus en plus, on en parle souvent très mal. Je peux vous recommander, alors je ne l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé encore, je peux vous recommander le livre d'Emmanuel Pons sur ce sujet. Ok. Tu sais comment il s'appelle, le livre? Le titre, c'est « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Ah oui, ok. Oui, alors cette question de la démographie est complexe, tabou, mais surtout maltraitée. Donc je peux recommander le livre d'Emmanuel Pons, « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Et cette question, en fait, elle est d'une part liée au risque alimentaire, au risque d'effondrement en tant que tel de nos sociétés, bien sûr. Et effectivement, selon le rapport Meadows, la descente pourrait être relativement rapide, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a connu en termes de déclin de population dans l'histoire. Ce serait, en tout cas, selon ce rapport, pour des raisons essentiellement de baisse des rendements agricoles, une descente démographique très grande. Mais en fait, il faut aussi entendre que, toutes choses égales par ailleurs, la démographie, enfin le taux de natalité, n'est plus le même aujourd'hui, globalement sur la planète, qu'il y a 50 ans. Et ce qu'on appelle une transition démographique est en train de se faire dans la plupart des pays. Le taux de natalité baisse, et c'est le cas en Europe, c'est le cas en Chine, c'est le cas en Russie, c'est le cas pour de plus en plus de pays, y compris en Afrique et en Amérique du Sud désormais. Le taux de natalité, en tant que tel, toutes choses égales par ailleurs, même si l'économie n'était pas exposée à un effondrement, réduirait la population. Okay. Donc ça pourrait expliquer une petite partie, mais il y a quand même divisé par 8. Bien sûr. Alors, étant donné que l'effondrement lui-même est sujet à caution pour beaucoup de chercheurs, le sujet de la démographie est en soi assez maltraité. Je pourrais d'ailleurs être en désaccord avec certaines visions d'Emmanuel Pons dans son livre, et on en discute, on a pu en discuter parfois sur cette approche positiviste, je dirais, de l'avenir, qui rend plus difficile encore le traitement de la question de la natalité et de la démographie. Il y a un autre gros angle mort dans l'écologie que tu soulignes à juste titre, c'est la sécurité. Parce que dans un monde d'abondance, forcément, c'est plus facile d'être en paix avec tes voisins. Mais dans un monde de rareté, il y a plus de conflits autour des ressources. Il peut y avoir des millions de migrants qui fuient la guerre ou la famine, etc. Et pourtant, c'est un sujet qui est, pareil, très rarement abordé par les écolos. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. La sécurité, c'est un problème parce que, enfin, c'est un tabou dans l'écologie parce que c'est une externalité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'impose de l'extérieur aux sociétés. Alors d'une part, ça fait longtemps que l'Occident n'a pas été agressé, donc on a un peu oublié.
Ouais. Et d'autre part, l'Occident a du mal à tenir compte de ce qui est extérieur à son organisation. L'écologie, qui souhaite résoudre le problème environnemental, a grand besoin de conserver l'idée que l'humain peut le faire, que l'humanité riche occidentale peut faire la protection de l'environnement, sans rappeler en même temps qu'il y a des externalités, parce que sinon, c'est contradictoire. On ne peut pas à la fois être libre de protéger l'environnement et se dire que ce choix-là est imposé parce qu'il y a des limites. Par exemple, parce qu'il y a des potentiels agresseurs qui nous livrent du gaz. Voilà, la Russie approvisionne massivement en gaz l'Europe. Si on se dit qu'il faut arrêter de consommer du gaz et qu'en même temps on voit bien que celui qui nous a vendu le gaz, grâce à l'enrichissement de la vente du gaz, a trouvé des moyens pour agresser, bah c'est très compliqué sur le plan écologique à gérer. D'ailleurs, aujourd'hui, l'écologie est très embarrassée parce qu'elle voit bien que la transition en Europe ne s'est pas faite, que donc on a besoin du gaz, qu'il va falloir aller en chercher en Afrique ou en acheter aux Américains, sinon c'est socialement qu'on va avoir des problèmes. Et donc c'est très contrariant pour l'écologie de repenser des externalités de ce type-là, parce qu'il faut qu'elle entretienne une idée que j'appelle compatibiliste. Il faut absolument que l'écologie, pour qu'elle puisse être entendue, dise en même temps, on va pas pouvoir, on ne touchera pas au pouvoir d'achat et au PIB, parce qu'en fait on sait bien inconsciemment que c'est ce qui nous protège, mais en même temps on va quand même faire de l'écologie. Et on va être libre de changer notre action, de changer notre quotidien, de faire des choix de consommation qui vont avoir des effets écologiques. Sauf qu'en fait, c'est dissonant. Par définition, c'est dissonant. Même en termes de valeur, je trouve ça compliqué à entendre dans le discours. Enfin voilà, on verra. Enfin, c'est clairement pas aujourd'hui. Enfin déjà qu'ils parlent pas d'écologie dans la présidentielle, mais en plus parler d'écologie et je sais pas, d'augmenter le budget de la sécurité, enfin de la défense, ça serait surprenant. Et pourtant, c'est vrai que quand on s'imagine écolo, on peut se dire qu'on est pour je sais pas, plus voilà, plus de paix, un monde plus harmonieux, réduire la souffrance, etc. Et du coup, inconsciemment, on va se dire qu'on est contre la guerre et donc démilitarisé, etc. Sauf que dans un monde qui s'effondre, je dis pas qu'il faut forcément augmenter le budget de la défense, etc. Mais en tout cas, la question a le mérite de se poser et c'est pas juste on veut être des gentils et du coup on peut pas se défendre en cas d'agression, quoi. C'est en effet un tabou immense. Donc voilà, j'essaie de déconstruire toutes les illusions, comme tu le disais, tout le bullshit que tu as évoqué, parce que c'est aussi des choses qui nous illusionnent sur l'avenir et nous font nous tirer des balles dans le pied. En fait, si on oublie que le cadre de la compétition est inamovible, on vit hors sol et en fait, on découvre que la Russie peut attaquer l'Europe, alors que c'était un risque présent. Enfin, voilà. Et est-ce que toi, dans ton travail personnel, tu as des anecdotes à nous raconter de gens qui ont été impactés par ton travail? C'est quoi les retours qu'on te fait? Mon travail, je ne l'impose pas, et je ne fais aucun prosélytisme. Je suis ravi qu'on en parle et je suis ravi d'être interviewé, je te remercie encore et je suis ravi de faire des conférences, mais je ne l'impose pas. Et en fait, ça change la réception de mon discours par rapport à d'autres, en ce sens que je m'épargne et j'épargne aux autres tout risque de blesser, de faire du mal, de faire peur, parce que dès que je ressens une crainte, j'arrête de parler. Clairement, je ne vais pas dire à quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de risques écologiques, il y a des risques écologiques, je te demande de souffrir maintenant s'il te plaît parce que j'ai raison. C'est pour moi insupportable. Et c'est violent, et en fait ça génère de la réactance, ça génère l'effet exactement inverse à celui espéré, c'est-à-dire que la personne se braque, refuse le discours, rejette le discours, parce que ça lui fait une trop grande violence, et c'est compréhensible. Donc tu me demandes comment mon discours est reçu, plutôt bien, en ce sens que s'il fait violence, je ne demande à personne de le garder en tête, et s'il est rejeté, très bien, ça me va. Et du coup, maintenant que vous avez parlé de plusieurs tabous liés à l'effondrement et un peu de la merde dans laquelle on est, évidemment qu'il y a encore des marges de manœuvre. Et alors je sais pas si métaphore ça se dire, mais pour imaginer, si demain tu es président, tu le dis pas comme ça évidemment, mais tu dis qu'il y a 3 mesures qu'un gouvernement vraiment écolo doit mettre en place, même si ça risque de pas plaire à tout le monde. Donc pour montrer aux gens les marges de manœuvre qu'on a, tu dis qu'effectivement la première c'est de viser la baisse du PIB. On en a un peu parlé, mais est-ce que tu peux dire pourquoi est-ce qu'on doit apprendre à vivre avec moins de revenus pour protéger l'environnement? Oui, il faudrait réduire le PIB si c'est possible.
Si ça n'est pas possible, il va falloir faire des arbitrages contrariants. C'est-à-dire, tendanciellement, ajuster la production de richesse pour trouver un équilibre entre l'intégrité des sociétés et la réduction intentionnelle, alors soit intentionnelle progressive de l'empreinte environnementale, soit de toute façon la gestion de la réduction des approvisionnements énergétiques. Oui. Donc cibler plutôt les riches évidemment, parce que les Toujours pauvres, pas forcément à payer, et soit choisi, soit si on attend, de toute façon ce sera subi, donc il faudra gérer les conséquences. Alors, tu me demandes ce que je préconiserais si j'étais président, ça me paraît hautement improbable, mais ça serait de prendre conscience de ça. Juste ça, c'est-à-dire que les arbitrages qu'on dit écologiques ne sont pas des arbitrages de réduction intentionnelle de l'empreinte environnementale, c'est des arbitrages écologiques au sens d'étude des interactions entre une espèce et son milieu, ou entre des communautés et d'autres communautés. Et c'est comprendre que l'écologie, c'est pas en soi une valeur, un peu comme pour l'entraide, c'est un ensemble d'arbitrages très contrariants. Si je dis à la France, en tant que potentiel président, nous, on est très fort et on va réduire le PIB aujourd'hui, et ça va être une action qui va durer 10 ans et on va le faire à 5% par an comme ça doit être préconisé au minimum pour atteindre les 1,5 ou 2 degrés, et ben je n'ai pas de garantie que tout le monde le fasse autour de la France. Donc ça voudra dire que j'expose tous les citoyens français à toutes les difficultés imaginables, sociales, d'inégalités, d'injustices, de problèmes de santé, de conflits intérieurs. Ça veut dire que je prends une décision qui expose à un risque d'effondrement. Mais personne ne peut faire ça. Et c'est le grand tabou de la prescription écologique, c'est ce que je peux reprocher à la décroissance en tant que telle, c'est de dire il faut décroître, mais de ne pas dire les effets d'une décroissance intentionnelle. C'est ce que j'appelle du collapse washing, c'est de dire oui, il faut décroître, on va remplacer les indicateurs par un indicateur de bien-être, et puis le PIB, ça va devenir une sobriété intentionnelle. Sauf que ça va immédiatement impacter le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, c'est la première demande des gens, on le sait, en période électorale, c'est la première demande de la population au futur président. Effectivement, le deuxième point qui va avec, que tu évoques, c'est qu'il faut réduire les inégalités pour éviter les conflits. Par exemple, tu citais l'étude Andy, où les études montrent que les inégalités en soi sont un facteur d'effondrement d'un système. Donc la priorité, pas par morale chrétienne de redistribution, mais la priorité, ce serait de mieux redistribuer notre argent pour éviter la révolte d'un côté ou pour éviter qu'il y ait des problèmes de maladie ou autre, quoi. C'est fondamental. La réduction des inégalités est une priorité pour tous les critères de l'avenir, que ce soit pour éviter les risques sociétaux d'une part, évidemment, par respect moral pour tout un chacun, et puis pour éviter l'effondrement et les risques rivaux. Les pays qui sont incapables de bien fonctionner sur le plan économique, par exemple la Russie, pour reprendre un exemple vraiment d'actualité, c'est le pays le plus inégalitaire du monde. Ça, en soi, c'est un facteur de déstabilisation interne qui peut motiver des pouvoirs à devenir belliqueux. C'est en partie ce qui expliquerait la motivation de Poutine et non pas de la Russie. Voilà, donc les inégalités en soi, c'est ce qui peut motiver un pays à devenir belliqueux, et puis c'est ce qui provoque un effondrement intérieur. C'est ce qui peut provoquer un effondrement intérieur. Et la troisième mesure, si tu deviens président, donc ce serait il y aura moins d'énergie, donc de remplacer le travail des machines par du travail humain. Surtout dans l'agriculture, où on sait que, on en parlait avec Mimosa dans une vidéo, que d'ici 3-5 ans, il y a une énorme pénurie d'agriculteurs, d'agriculteurs qui vont partir à la retraite, et donc pénurie d'agriculteurs qui arrivent, quoi. C'est effectivement absolument... il faut intégrer que nous allons plus solliciter notre corps pour travailler. Je pourrais évoquer le plan de transformation de l'économie française de Jean-Marc Jancovici, qui promeut également l'augmentation de la main-d'œuvre dans tous les domaines, y compris l'agriculture, et il faut le faire. Et j'aimerais ajouter qu'il faut aussi faire les calculs de revenus. Il faut aussi dire aux gens que certainement ils gagneront moins leur vie. Parce que si on ne le dit pas, ça va générer un autre tabou, un autre non-dit, et ça va potentiellement gérer une nouvelle réactance et une nouvelle défiance. Et donc on aura essayé de faire un plan de transformation de l'économie française, et puis les gens vont quand même voter libéral et croissance, parce qu'ils vont préférer avoir à court terme des meilleurs revenus. Donc il faut absolument tout dire, c'est vraiment une prescription importante. Dans ta conférence à Sciences Po, disponible sur YouTube, tu mentionnes le modèle World 3,
un des modèles considérés les plus fiables et où dans les principaux scénarios retenus, alors notre société s'effondrerait dans la décennie 2030 ou 2040. Alors, évidemment, personne n'est Madame Irma, ne connaît le futur. C'est un phénomène irrégulier, l'effondrement pluriel et qui s'étalera probablement sur plusieurs décennies. Mais au niveau macro, est-ce que toi, un emballement du déclin dans les années 2030, par exemple, ça te semble cohérent? Personne ne peut savoir s'il n'arrivera pas à un effondrement brutal, imprévisible, irrévocable, irréparable, avec une chute, une descente d'une marche d'escalier de façon vraiment nette. C'est sans doute déjà arrivé, c'est ce que nos sociétés ont essayé d'éviter pour le système de santé lors de la pandémie. Maintenant, on constate face aux crises que les sociétés sont très très résilientes. Donc mon opinion, mon point de vue est plutôt que ce qu'on appellerait une mosaïque d'effondrement fait que certaines sociétés vont durer très longtemps, plus longtemps que beaucoup d'autres qui risquent de pâtir en premier des difficultés. On voit déjà des sociétés qui ne se relèvent pas bien de la crise pandémique, et que l'avenir, je crains que l'avenir soit au collapse washing, c'est-à-dire les sociétés les plus résilientes maintiendront leur activité économique au plus haut et puis glisseront sous le tapis toutes les sociétés qui seront beaucoup plus en difficulté. Voilà, c'est ma crainte pour demain. Ok. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont complètement déprivés, à l'inverse, pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne se dirige pas vers un monde Mad Max? Ou alors peut-être ponctuellement et localement, mais pas sur le temps long, quoi. Oui, mais je te remercie parce que je voulais l'évoquer tout à l'heure, mais je vais le repréciser ici. Les guerres de haute intensité sont extrêmement coûteuses en énergie, en ressources et en capitaux, et les banques, je suis pas sûr qu'elles financent longtemps des conflits qui coûtent cher et avec un gain réduit. Alors, je ne peux pas être catégorique sur cette hypothèse, mais on verra comment se termine, et j'espère le plus vite possible, le conflit en Ukraine. Mais il est possible que les sanctions à elles seules, ou en tout cas sans autre agression ou sans autre défense, sans autre réaction de type militaire du reste du monde, les sanctions à elles seules pourraient finir par étouffer le conflit. Et en fait, il est possible que l'avenir soit ponctué d'échauffourées, d'attaques, d'explosions, de terrorisme, il n'y a pas de doute là-dessus, mais que globalement, la trajectoire soit à l'étouffement des conflits de haute intensité parce qu'on n'aura pas les moyens, en fait, les moyens énergétiques, en ressources, et les sociétés vont juste essayer de tenir l'économie aussi bien que possible, et rien que ça, ce sera déjà difficile. Ouais. Donc les velléités belliqueuses, on peut en voir encore aujourd'hui parce qu'on est en haut de la courbe de l'approvisionnement en pétrole, qui a un plateau en taux ondulé, c'est un peu instable. Mais je me dis que quand on sera dans la descente physique irrévocable et que chaque jour les économistes verront qu'il y a de moins en moins de pétrole qui alimente les sociétés, je pense que en soi ça pourrait verrouiller, ça pourrait. Il y a déjà tellement à gérer sur place que. Ouais. L'émission s'appelle Soif de sens. On va parler un peu de ta quête de sens. Toi, Vincent, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie? Vraiment, autant que possible, la réduction du baratin pseudo-profond dans lequel on baigne, avec des phrases qui nous font des nœuds dans le cerveau et qui nous font du mal. En fait, ça, c'est ce qui me motive à me lever le matin, c'est c'est même pas remettre du sens parce que ça se trouve, il n'y a pas de sens à la vie, j'ai pas de réponse. J'en ai eu une personnelle, mais il n'y a peut-être pas de réponse absolue. Mais au moins qu'on arrête de détruire le sens. Voilà. Merci Vincent. Si vous voulez plus d'épisodes sur les questions d'effondrement, je vous conseille celui avec Jean-Marc Jancovici qu'on a évoqué sur l'énergie et la fin de nos capacités à la Superman. Ou si vous faites de l'éco-anxiété, celui avec Pablo Servigne. Merci Vincent. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.